Il y a quelques années à peine, certaines marques de maquillage semblaient absolument intouchables. On les voyait partout, sur YouTube, sur Instagram, chez Sephora, dans les vidéos favoris du mois, dans les tutoriels de tous les plus gros influenceurs. Certains lançaient des produits qui étaient en rupture de stock en quelques minutes, d'autres rachetés pour des centaines de millions de dollars. On avait vraiment l'impression en fait qu'elles étaient devenues des géants de l'industrie et pourtant, aujourd'hui, certaines n'existent plus du tout. Certaines ont fait faillite, certaines ont été revendues, certaines existent encore, mais plus personne n'en parle. Et d'autres donnent presque l'impression d'être restées carrément bloquées en 2018. Alors j'ai trouvé ça passionnant parce qu'au final on voit toujours les lancements, on voit les sold out, on voit les influenceurs qui ouvrent le champagne quand les marques se lancent, mais on voit très rarement ce qui se passe 5 ou 10 ans plus tard. Est-ce que les produits se vendent toujours? Est-ce que la marque gagne encore de l'argent? Et est-ce que le fondateur est toujours impliqué finalement? Est-ce que c'était une vraie entreprise ou simplement un énorme buzz? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attention, disclaimer, on ne va pas du tout se moquer de marques qui ont échoué, bien au contraire. Je trouve leurs histoires extrêmement intéressantes parce qu'elles racontent en fait énormément de choses sur l'industrie de la beauté, sur les tendances, sur les réseaux sociaux, sur le pouvoir aussi des influenceurs et surtout sur les erreurs que peuvent commettre les entrepreneurs. Vendre un produit grâce à une énorme communauté, c'est déjà très difficile, mais continuer à faire grandir une entreprise pendant 10 ou 15 ans, malgré les changements d'algorithmes, les nouvelles tendances, les scandales, les concurrents et les crises économiques, ça, c'est tout un art. Et je trouve ça d'autant plus intéressant d'en parler car je suis moi-même de l'autre côté de la barrière, les amis. Alors aujourd'hui, on va revenir sur 9 marques qui ont marqué toute une génération de passionnés de beauté, 9 marques que j'ai moi-même achetées dans le passé. Certaines histoires vont peut-être vous surprendre, certaines vont probablement vous rendre aussi un peu nostalgique. Et je pense surtout qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus les marques d'influenceurs de la même manière. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Manucuriste, qui est justement une marque française qui a réussi à faire évoluer un produit que l'on connaît tous, le vernis semi-permanent. L'idée de Manucuriste, c'est de retrouver le rendu et la résistance d'un gel professionnel, mais attention, sans les contraintes justement du gel traditionnel. Le Top Coat Extreme Flash permet d'aller donc jusqu'à 21 jours de tenue avec une brillance miroir. Et ce petit effet bombé, repulpant, très manucure de salon. La formule, attention, elle est végane, sans HEMA et sans TPO, et elle convient évidemment aussi à tout type d'ongles, donc même les petits ongles abîmés, un peu mous, qui ont tendance justement à se dédoubler. Alors en dessous, on continue évidemment de profiter de la base vitaminée Green Flash avec sa technologie brevetée, Kera HCE+, pensé justement pour fortifier les ongles sous le vernis. Si vous êtes un débutant, pas de souci, Manucuriste propose un kit découverte Green Flash avec tous les essentiels, donc ta lampe, une base vitaminée, une couleur au choix, le top coat évidemment Extreme Flash, le dissolvant doux sans acétone et les petites pinces de retrait. Et le prix débute à 94 € et peut évoluer évidemment selon la lampe choisie et le nombre de teintes ajoutées. Plusieurs semaines que je teste la marque. Et voici comment l'appliquer. Du coup, je vais commencer évidemment par dégraisser mes ongles, donc avec ce dissolvant sans acétone. Ça va permettre évidemment d'éliminer toutes les impuretés et puis surtout d'enlever tous les corps grains de la surface de mon ongle pour évidemment que les couleurs, etc. et tous les autres produits puissent tenir le mieux possible. Ensuite, on va appliquer une fine couche de base de coat vitaminé Green Flash. Ensuite, je vais venir appliquer la couleur. Là, c'est très simple, on va donc venir mettre 2 fines couches. Et c'est là où tout se joue, c'est le Top Coat Extreme Flash. Et donc, vous le lisez ici, jusqu'à 21 jours de tenue. Et donc très important, vraiment une fine couche. Puis je vais évidemment prendre soin de mes petits cuticules. Allez, c'est parti, let's go. On va dégraisser notre petit ongle. Qu'est-ce que c'est laid, son vernis. On met la base. Donc base. Hop, c'est génial, ça décompte le temps qu'il faut pour la base. On va mettre maintenant 2 fines couches de couleur. Et entre chaque couche, on va venir placer l'ongle sous la lampe UV. Alors finalement, Milky Pink, non, je vais plutôt partir sur du rose plus flash, tiens. La teinte Candy, nice. Ça a séché, deuxième couche. Il s'applique bien? Non, vous entendez ça? C'est la pro qui le dit. Oh là là, j'aime trop, c'est trop beau. Ça a sorti un petit peu à ton petit essuie. Et maintenant, on vient mettre le top coat. Ouh, ça brille. Attention, c'est parti, transition. Et hop là! Oh, j'adore, c'est So Barbie. Quand on a marre de ta couleur, rien de plus simple. On va pouvoir
tranquillement retirer notre pause grâce aux petites pinces de retrait et évidemment le dissolvant sans acétone, très important. On imbibe un petit coton, hop là, et on va laisser poser ça en fait pendant 10 minutes. Et vous allez voir, vous allez pouvoir peel off en fait votre vernis, mais vraiment sans aucun dommage au niveau de la base de l'ongle. Ça fait 10 minutes, on va du coup retirer pour vous montrer l'efficacité du retrait. C'est génial, mon Dieu! Vous avez évidemment 15% de réduction sur l'ensemble du site avec mon code MANUCURISTEDIAZ. Maintenant que mes ongles sont prêts à fouiller dans les archives les plus sombres de l'industrie cosmétique, nous allons maintenant découvrir ce que sont devenues ces marques beauté que l'on pensait autrefois absolument intouchables. Banana Beauty est une marque allemande née à Berlin autour de 2018 au sein d'Invisible Brands, un groupe spécialisé dans les marques digitales directement vendues aux consommateurs. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu croire, Banana Beauty n'était donc pas véritablement la petite marque personnelle et artisanale d'une influenceuse beauté. C'était une marque construite par une entreprise extrêmement performante en acquisition digitale, utilisant massivement Instagram, les codes de l'influence et les promotions pour créer très rapidement de la désirabilité. Son positionnement, il était évident. Du maquillage sexy, coloré, très Instagram, avec des noms un peu suggestifs, beaucoup de rouge à lèvres liquide principalement, des mascaras, quelques eyeliners, mais surtout un marketing largement fondé évidemment sur les créatrices de contenu. Et à l'époque, la stratégie fonctionne extraordinairement bien. Banana Beauty apparaît partout. Les influenceurs reçoivent les mêmes produits, diffusent les mêmes codes promotionnels et montrent des packagings immédiatement identifiable. La marque comprend parfaitement le marketing de performance, donc créer un produit visuellement attirant, le pousser très fortement pendant quelques semaines, provoquer un sentiment d'urgence, puis enchaîner avec une nouvelle promotion. En juillet 2020, Henkel annonce l'acquisition de 75% d'un ensemble comprenant évidemment Banana Beauty, mais aussi, attention, Hello Body et Mermaid Plus Me. Les trois marques auraient alors réuni plus de 1,5 million de clients actifs. C'est énorme. L'opération permet à Henkel, propriétaire notamment de Schwarzkopf, de récupérer immédiatement une entreprise en vente directe, en analyse de données, en marketing digital et surtout en développement rapide de produits. Le montant de la transaction n'a pas été publiquement communiqué, mais le rachat constitue à lui seul un indice majeur. Banana Beauty n'était pas une petite marque anecdotique, elle faisait partie d'une machine digitale suffisamment efficace pour intéresser, même voire un groupe comme Henkel. Et en 2023, Henkel rachète les 25% restants de cette activité. La marque devient donc entièrement intégrée au groupe. Le modèle Banana Beauty possédait malgré tout une faiblesse fondamentale, les amis. Une grande partie de sa puissance venait en fait de la publicité, des promotions presque permanentes et de l'influence. Davantage que d'un produit iconique finalement impossible à remplacer. Et ça, malheureusement, c'est une différence essentielle. Une marque peut vendre énormément grâce à une campagne parfaitement optimisée, mais si le consommateur ne rachète pas spontanément le produit, voire 4 mois, 6 mois plus tard, sans aucun code promotionnel, sans vidéo sponsorisée, sans réduction de minima 40%, la marque doit continuellement repayer pour retrouver en fait ce même client. On confond alors facilement chiffre d'affaires avec désirabilité réelle. La marque a aussi souffert en fait d'une image extrêmement promotionnelle, vous l'avez compris, à force en fait de tout simplement de multiplier les remises, les ventes flash, les codes d'influenceurs. Le prix officiel en fait, il finit par perdre toute crédibilité. Consommateur apprend à ne jamais acheter plein tarif. Et ça les amis, lorsque les tendances maquillage évoluent, Banana Beauty reste forcément associé à l'esthétique Instagram, un peu en fait de la fin des années 2010. Des lèvres très dessinées, des produits très marketés, des couleurs très voyantes, des lancements rapides. En gros, on est à loin de la clean girl. Alors, où est Banana Beauty aujourd'hui ? Figurez-vous que Banana Beauty n'a pas connu en fait de faillite dite spectaculaire, elle n'a pas annoncé non plus une fermeture dramatique. Son histoire, elle est plutôt celle d'une marque autrefois extrêmement visible, qui a progressivement un peu perdu, comme ça, sa place dans la conversation beauté. Alors, elle demeure aujourd'hui toujours liée à Henkel, mais sa présence culturelle, elle paraît bien plus faible, évidemment, qu'au sommet de son influence. C'est important, car une marque ne doit pas forcément fermer pour connaître une forme de chute. Elle peut continuer à vendre, avoir encore finalement des clients et rester juridiquement, entre guillemets, active. Alors Banana Beauty, je pense que ça a été une
peut le dire, une réussite en termes de marketing digital, avant même finalement d'être une vraie réussite branding. La marque savait très bien acheter de l'attention, mais acheter de l'attention et construire en fait une marque éternelle, c'est deux compétences évidemment complètement différentes. Alors, ce que j'aurais fait évidemment différemment, je pense que ça aurait été de réduire progressivement la dépendance vraiment aux promotions, d'identifier 2 ou 3 véritables produits héros et surtout d'investir davantage en fait dans leurs améliorations, leur réputation, leur réachat, venir évidemment avec des nouveautés. Parce qu'évidemment, un code promo, ça peut créer une commande, mais seul un excellent produit et une image de marque irréprochable peut créer une habitude d'achat. Alors le plus révélateur aujourd'hui, ce n'est pas ce que Banana Beauty communique aujourd'hui, c'est ce que l'on découvre en fait lorsqu'on retourne simplement sur leur site. Parce que Banana Beauty, ça existe toujours. Le site fonctionne encore, les produits peuvent encore toujours être commandés et l'on retrouve toujours les grandes catégories historiques de la marque. Les produits qui étaient là depuis le départ. Les rouges à lèvres liquides, les crayons à lèvres, les mascaras, les eyeliners, les palettes. Il y a quelques bébés crèmes qui sont sortis un peu plus tard, ainsi que des anti-cernes. Et alors quelques produits soins que j'avais pas vu passer à l'époque. Et moi, ce qui me frappe immédiatement, c'est le sentiment de déjà-vu. Après environ 8 ans d'existence, Banana Beauty vend encore essentiellement les mêmes typologies de produits avec les mêmes codes promo. Et puis surtout exactement les mêmes références qui ont fait le succès de la marque fin des années 2010. Les liquid lipstick, les rouges à lèvres, le Rose O'Clock, la palette Beach Please, le Volume Up Mascara. Plusieurs en fait de ces références apparaissent encore parmi les favoris de la communauté mis en avant donc sur la page d'accueil. Et là, j'ai presque envie de poser une question en fait très simple. Qu'est-ce que Banana Beauty a réellement inventé ou réinventé depuis son rachat par Henkel ? Parce que le problème n'est pas de continuer à vendre ces anciens best-sellers, c'est une très bonne idée même de le faire, de les garder en catalogue. Un bon produit héros peut vivre 8 ans, 15, 20, 30 ans. Le problème en fait, c'est que les produits historiques en fait, ils semblent tout simplement constituer l'essentiel même de la marque. Et entre-temps, et c'est ça qui est dommage, c'est que l'industrie du make-up, il a complètement changé. Le football, il a changé. Les consommateurs ont adopté les lip oil, les blushs liquides, les sticky bead, les skin tints, les bronzer baumes, les produits, j'ai presque envie de dire aussi multifonctions, les formules skincare make-up, les nouvelles formules aussi de mascara qui buzzent en ce moment, je pense évidemment au tubing, des packaging beaucoup plus modernes. Banana Beauty, elle donne toujours l'impression d'être coincée dans le maquillage Instagram de 2018 quoi. Alors attention, ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est plus du tout innovant. Et d'ailleurs, le site donne même quelques signes en fait, d'une activité commerciale extrêmement faible, au minimum d'une animation en fait, très limitée. D'ailleurs, sur la version européenne du site, plusieurs références majeures apparaissent soi-disant en rupture de stock. Je pense au mascara Volume Up, la palette Beach Please, les gouttes auto-bronzantes. Et alors, le plus étonnant, c'est que beaucoup de produits en fait affichent 0 avis. Et même les soi-disant produits affichés comme les favoris de la communauté. Ils n'ont pas d'avis en fait. Alors évidemment, l'absence d'avis ne permet pas à elle seule de calculer si ça vend ou pas. La marque a pu éventuellement changer de plateforme, supprimer d'anciens avis ou même vendre davantage par d'autres canaux. C'est évidemment tout à fait possible. Mais pour une entreprise autrefois entièrement construite autour du digital, la communauté est de la preuve sociale pour avoir autant de produits sans avis. En 2026 est tout de même quand même, je trouve, très parlant. Et d'ailleurs, plein de produits en fait sur le site vendus à des 21 €, 18 €, 25 €, passent aujourd'hui à 5 €, prix affiché, ristourné déjà sur le site. Alors cette stagnation, elle est d'autant plus étonnante parce que Henkel présentait justement Banana Beauty comme une marque capable d'apporter au groupe une expertise en matière d'innovation rapide, parce qu'ils avaient beaucoup de lancements très vite les uns après les autres, une expertise évidemment en marketing digital, l'expertise aussi d'analyse de données, vu le catalogue client qu'ils avaient, c'est énorme, plus d'1 million de personnes, et surtout la vente directe aux consommateurs. Lors de l'acquisition de 75% de l'activité, donc en 2020, Henkel insistait explicitement sur la capacité justement de ces marques à lancer rapidement des innovations et à exploiter les données des consommateurs. Et regardez, 6 ans plus tard, en fait, il est très difficile d'identifier sur le site Banana Beauty une succession de lancements réellement structurants ou des innovations, comme il le disait, ayant changé l'image de la marque. On pourrait presque, je pense, considérer en fait que Henkel a racheté une machine d'acquisition digitale au moment précis où cette machine allait
perdre une grande partie de sa puissance. Le groupe a en fait peut-être jamais eu l'intention de faire de Banana Beauty une future marque mondiale. Il est aussi possible que l'acquisition ait surtout servi à récupérer, certes, des compétences, mais peut-être aussi des équipes, de la donnée client qui coûte une fortune, et un savoir-faire D2C pouvant ensuite évidemment être utilisé ailleurs dans le groupe. Et si c'est ça, évidemment, bien la marque, lors de ce rachat, était finalement devenue secondaire. Et cela expliquerait évidemment assez bien son état actuel. Banana Beauty continue évidemment d'exister, mais elle ne semble juste recevoir plus aucun moyen nécessaire pour devenir culturellement importante. Alors question chiffre d'affaires. Bon, Banana Beauty ne publie évidemment pas en solo de compte individuel accessible permettant de connaître son chiffre d'affaires vraiment actuel, parce que depuis son intégration à Henkel, ses résultats sont tout simplement noyés dans ceux du groupe, mais dans la division Henkel Consumer Brands, Henkel a réalisé environ, attention accrochez-vous, c'est pas pour rire, 20,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Mais le groupe ne communique évidemment pas le chiffre d'affaires de Banana Beauty séparément. Par contre, on dispose néanmoins d'un chiffre historique assez intéressant. Entre juin 2019 et juin 2020, les 3 marques acquises, donc Hello Body, Banana Beauty et également les produits capillaires de l'époque Mermaid & Me, auraient réalisé ensemble environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Attention, ce n'est pas le chiffre d'affaires de Banana Beauty, c'est le chiffre d'affaires vraiment commun aux 3 marques. Aucun découpage public ne permet de savoir si Banana représentait 10, 20, 30 ou 50 millions d'euros. Le montant exact payé par Henkel pour cette seule opération n'a pas non plus été communiqué. Les documents, seuls d'ailleurs qui sont disponibles, indiquent seulement que Henkel avait dépensé environ 500 millions d'euros au total pour 2 acquisitions annoncées pendant la même période, sans isoler précisément la valeur ou de Banana Beauty et de ses marques sœurs évidemment. Banana Beauty ne semble donc pas avoir disparu, mais par contre elle semble véritablement avoir cessé d'avancer. Jeffree Star est probablement l'un des exemples les plus impressionnants de transformation d'une audience internet en empire commercial. Alors avant YouTube, il était déjà une célébrité de MySpace. Il lance ensuite carrière musicale, signe avec le label Convict Music, puis quitte l'industrie de la musique au début des années 2010. En 2014, il investit ses économies dans, attention, Jeffree Star Cosmetics. La marque démarre avec seulement 3 rouges à lèvres velours liquid lipstick. Jeffree affirme alors avoir été proche de la faillite même personnelle, avant de miser ce qui lui restait sur l'entièreté de son projet, mais son avantage, il est immense. Il ne se contente pas de mettre son visage sur un produit fabriqué par quelqu'un d'autre, chose qui est évidemment faite énormément à l'époque. Il transforme chaque lancement en divertissement. Les couleurs sont évidemment provocantes, les noms sont, on le sait, mémorables, les packaging extravagants. Chaque collection en fait ressemble à un petit événement à lui seul. Jeffree Star Cosmetics devient l'une des marques indépendantes les plus puissantes de l'ère de YouTube. Blood Sugar, Blue Blood, Jawbreaker, Alien, Conspiracy. Les palettes ne sont pas pensées comme des simples assortiments de couleurs. Elles possèdent un univers, une narration, un objet physique en fait spectaculaire. Alors Jeffree comprend aussi très tôt l'intérêt en fait de contrôler la distribution, les stocks, l'exécution de A à Z de la création de ses produits. Et donc sa relation avec Morphe lui apporte ensuite évidemment une exposition physique considérable. En 2018, Jeffree affirme que son entreprise de maquillage génère plus de, attention accrochez-vous, 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. La même année, Forbes estime que Jeffree Star a personnellement gagné environ 18 millions de dollars grâce à ses activités YouTube. Collaboration Conspiracy et Shane Dawson, lancée en 2019, représente probablement l'épogée de ce modèle. Parce qu'attention, le lancement de cette palette, ça devient carrément une série YouTube, une intrigue, un événement culturel, une démonstration en fait géante des coulisses de l'industrie make-up, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Tout le monde veut la palette, avant même de savoir si les couleurs vont leur plaire en fait. Alors, le problème d'une marque aussi intimement évidemment liée à une personnalité est que l'entreprise récupère toute sa puissance, mais également tous ses risques. Alors attention, Jeffree Star a évidemment été impliqué dans de multiples controverses liées à d'anciens propos racistes, à des conflits publics avec d'autres créateurs et à son rôle surtout dans la période extrêmement toxique
de la communauté beauté sur YouTube. Et évidemment, pour comprendre la perte d'influence de Jeffree Star Cosmetics, il faut revenir beaucoup plus en détail sur la personnalité évidemment de son fondateur. Parce que Jeffree Star n'a jamais simplement été un influenceur beauté un peu provocateur. Depuis l'époque MySpace, il a construit son personnage autour de l'excès, de l'insulte constante, du conflit, de la capacité de Jeffree aussi à provoquer en fait une réaction. Son apparence aussi parfois pouvait être un peu choquante. Ses propos étaient volontairement crus. Son identité en fait numérique reposait sur le fait de ne respecter aucune limite. Pendant longtemps, cette personnalité a constitué un avantage commercial gigantesque, ça il faut quand même le mentionner. Jeffree ne ressemblait à personne. Il parlait sans filtre, attaquait publiquement les autres marques et transformait en fait chaque conflit en spectacle. C'était un véritable spectacle. Mais évidemment, cette stratégie possédait une faiblesse évidente. Lorsque toute votre notoriété repose sur le fait de dépasser constamment les limites, eh bien, il devient évidemment extrêmement difficile de convaincre le public que certaines limites franchies appartiennent uniquement au passé. La controverse la plus persistante concerne évidemment d'anciennes vidéos dans lesquelles Jeffree Star tient des propos racistes et utilise des insultes visant notamment des personnes noires. Ces extraits d'une violence extrême datent principalement évidemment de sa période MySpace et de ses débuts dans la musique. Ces extraits ont régulièrement refait surface au fur et à mesure que la notoriété de Jeffree augmentait. Dans une vidéo publiée en 2017, Jeffree reconnaît que ses propos étaient racistes, les qualifiait d'ailleurs lui-même de répugnants et présente dans cette vidéo ses excuses. Il explique qu'il était alors très jeune, extrêmement en colère, mal dans sa peau, qu'il cherchait délibérément à choquer, et puis pas que son audience, mais aussi les personnes qui l'entouraient. Il affirme également que ses propos ne représentent plus du tout la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, il faut évidemment reconnaître qu'il ne nie pas l'existence évidemment des images, mais son argument de défense repose largement sur l'idée qu'il s'agissait en fait d'une version ancienne de lui-même, âgé d'environ 19 ans, et que son comportement aurait radicalement changé depuis. Eh bien, le problème, c'est que plusieurs créateurs noirs ont estimé que les comportements plus récents de Jeffree ne correspondent toujours pas à cette promesse d'évolution. En 2018, Jackie Aina annonce publiquement qu'elle ne souhaite plus être associée à lui et l'accuse de comportements racistes, d'intimidation et de propos dénigrants envers des personnes de couleur. On ne se trouve donc plus seulement face à une vieille vidéo exhumée 15 ans plus tard, le débat devient: est-ce qu'il s'agissait réellement d'un comportement ancien et définitivement abandonné ou d'un fonctionnement dont certaines traces demeurait dans ses relations professionnelles. Et c'est d'ailleurs cette question qui va fragiliser en fait ses excuses, parce qu'une erreur ancienne peut être pardonnée lorsqu'elle est suivie d'une réelle évolution claire et durable, mais lorsque de nouvelles personnes prennent régulièrement la parole pour dénoncer des comportements similaires, voire pires, eh bien le public finit en fait par ne plus juger chaque affaire séparément, il commence tout simplement à y voir un schéma. Alors Jeffree Star a également été impliqué dans une quantité impressionnante de querelles publiques. Il s'est opposé à Kat Von D, qui avait pourtant contribué à sa visibilité dans l'industrie de la beauté à l'époque. Il a attaqué Kylie Jenner au sujet de ses produits, de ses packaging. Il s'est disputé avec Jared Blandino, cofondateur de Too Faced, notamment autour de la rémunération de Nikkie Tutorials. Il a également connu des ruptures extrêmement publiques avec Mani Mua, Laura Lee, Gabriel Zamora et d'autres figures majeures du YouTube de l'époque. Alors pris individuellement, chacun de ces conflits pourrait être présenté comme une petite dispute entre personnalités fortes, mais en fait leur accumulation finit par devenir une partie indissociable de son image. Jeffree occupait presque toujours une position centrale dans les grandes guerres de la communauté beauté, soit comme protagoniste, soit comme source d'informations, soit comme personne affirmant connaître les véritables coulisses de l'affaire. En fait, il construisait ainsi une forme de pouvoir très particulière. Jeffree n'était pas seulement puissant parce qu'il possédait une audience, il était puissant parce qu'il donnait l'impression de détenir des dossiers sur tout le monde. À chaque fois, les fameuses vidéos « We need to talk ». I know shit. Il disait connaître les chiffres des autres marques, les contrats, les infidélités, les mensonges, les conversations privées, les comportements cachés aussi des autres influenceurs. Cette image pouvait en fait
fasciner le public, mais il pouvait également effrayer les autres créateurs. Et être l'ami de Jeffrey pouvait devenir une visibilité immense, mais se brouiller avec lui pouvait entraîner une exposition extrêmement violente devant évidemment des millions de personnes. En 2018, l'implosion de son ancien groupe d'amis devient l'un des premiers événements surnommés Dramageddon. Jeffrey avait été très proche évidemment de Mani Mua et de Laura Lee. Ils apparaissaient ensemble dans des vidéos, des campagnes sur les réseaux sociaux. Leur amitié publique était presque en fait devenue une sorte de feuilleton suivi par des millions d'abonnés. Et alors après la rupture, Gabriel Zamora publie une photo avec Mani Mua, Laura Lee et Nikita Dragun, accompagnée d'une légende interprétée comme une attaque contre Jeffrey. Alors, les fans de Jeffrey commencent alors à fouiller les anciens comptes des personnes présentes sur cette photo. D'anciens tweets, attention encore une fois, racistes ou offensants de plusieurs créateurs sont exhumés, notamment les fameux tweets de Laura Lee. S'ensuivent des vidéos d'excuses, des désabonnements massifs, des contrats interrompus, la destruction publique de plusieurs amitiés. Laura Lee aurait perdu environ, je crois que c'était plus de 500 000 abonnés en un mois, perdu évidemment plein de partenaires, plein de contrats commerciaux. Et alors Jeffrey, lui, eh bien, il s'en sort plutôt renforcé de cet épisode. Alors que ses propres anciens propos racistes avaient longtemps été utilisés contre lui, le public se concentre soudainement sur ceux de ses anciens amis. Il réussit à reprendre le rôle de la personne trahie et à construire une alliance avec Gabriel Zamora. Et cet épisode démontre évidemment quelque chose de très important. Dans l'écosystème YouTube de l'époque, le scandale ne détruisait pas systématiquement l'audience, il pouvait également la redistribuer. Chaque vidéo de réponse les uns entre les autres générait des millions de vues. Chaque désabonnement d'un créateur pouvait devenir un abonnement chez son adversaire. Les conflits étaient donc en fait moralement destructeurs, mais économiquement très rentables pour les plateformes et parfois évidemment pour les protagonistes. L'affaire la plus importante arrive cependant, attention, en 2019. Tati Westbrook publie une vidéo d'environ 40 minutes intitulée By Sister, dans laquelle elle accuse James Charles de l'avoir trahi, notamment en faisant la promotion d'un concurrent de sa marque de compléments alimentaires. Soit. Elle formule également des accusations beaucoup plus graves, cette fois-ci concernant ses comportements avec certains hommes. La vidéo provoque une chute spectaculaire de James Charles, qui perd plusieurs millions d'abonnés seulement en quelques jours. Jeffree Star, sur son grand cheval blanc, intervient, alors publiquement évidemment dans le conflit. Il publie des messages très graves contre James, le décrit notamment comme dangereux et affirme détenir des informations ou des preuves extrêmement compromettantes. Il ne publie toutefois pas publiquement les éléments permettant de vérifier évidemment l'ensemble de ces affirmations. James Charles répond ensuite avec une très longue vidéo, fournit des captures d'écran et conteste évidemment plusieurs accusations. Le rapport de force commence à se retourner. Jeffrey publie finalement une vidéo dans laquelle il affirme vouloir arrêter le conflit et de ne pas montrer les prétendues preuves dont évidemment il avait parlé. L'affaire aurait pu évidemment s'arrêter là. Mais en juin 2020, Tati Westbrook revient avec une nouvelle vidéo et affirme que Jeffree Star et Shane Dawson l'ont manipulé, alimenté en informations et encouragé à publier By Sister. Elle déclare même avoir été influencée par ce qu'il lui racontait, tout simplement au sujet de James Charles. Jeffrey et Shane ont contesté l'idée d'avoir orchestré l'affaire de la manière décrite évidemment par Tati Westbrook. Alors ce qui rend en fait cette période particulièrement toxique, c'est que la frontière entre le divertissement, la communication commerciale, les accusations évidemment susceptibles de détruire une vie professionnelle avaient presque complètement disparu. Les créateurs parlaient d'agression, de manipulation, de racisme ou de prédation dans les mêmes vidéos, où ils mentionnaient leur marque, leur code promotionnel et leur prochain lancement. Ça n'avait plus aucun sens. Donc le public consommait ces affaires en fait comme une série télévisée et Jeffree Star était l'un des personnages centraux de cette série. Il participait lui-même au système tout en affirmant en fait régulièrement qu'il souhaitait maintenant, ça y est, j'ai envie de m'en éloigner. C'est ce paradoxe qui a fini par épuiser une partie du public. Chaque nouvelle vidéo d'excuses promettait que le drama était terminé, puis un nouveau conflit éclatait quelques mois plus tard. Une autre controverse concerne son ancienne proximité professionnelle avec Davey Vanity, chanteur du groupe Blood on the Dance Floor. Davey a été accusé par de nombreuses personnes d'agressions sexuelles et d'abus sur mineurs. Jeffree Star a affirmé avoir été témoin de
comportements inquiétants et a publiquement qualifié Vanity de prédateur, tout en ayant continué pendant un certain temps à apparaître ou même voire à tourner dans les mêmes environnements professionnels que lui. Cette chronologie a suscité de nombreuses critiques évidemment. Certaines personnes ont reproché à Jeffree d'avoir dénoncé des comportements graves, tout en maintenant ensuite des relations, des apparitions avec Devi Vanity. Ça n'avait aucun sens. Jeffree a contesté certaines interprétations de cette histoire et a déclaré avoir essayé tout simplement d'alerter des personnes autour de lui. Il n'a pas été accusé d'avoir commis les faits reprochés à Devi Vanity, mais son association passée avec lui est régulièrement revenue dans les discussions évidemment sur son jugement et ses responsabilités tout simplement. En 2020, Jeffree Star publie une nouvelle vidéo intitulée Doing What's Right. Il y présente des excuses à James Charles, affirme qu'il ne souhaitait pas alimenter les conflits et dire vouloir prendre davantage évidemment de responsabilités. Mais la vidéo, eh bien, les amis, elle est largement critiquée. Plusieurs observateurs estiment qu'elle évite en fait une certaine partie des accusations et qu'elle va en fait tout simplement utiliser des sujets sociaux beaucoup plus larges en fait pour faire déplacer l'attention. Le problème n'est alors plus l'absence d'excuses, le problème devient en fait la répétition du cycle. Une controverse éclate, Jeffree disparaît temporairement, il revient avec une vidéo extrêmement produite, il reconnaît certaines erreurs, mais évite évidemment certains détails, il annonce avoir changé, et puis en fait un autre conflit apparaît. Lorsqu'un public a le sentiment d'avoir déjà entendu la même promesse plusieurs fois, même une excuse sincère perd une partie de son efficacité. Le 10 juillet 2020, Morphe annonce mettre fin à toute activité commerciale liée à Jeffree Star et à ses produits affiliés. Cette décision, eh bien, elle est majeure. Morphe n'était pas seulement un revendeur secondaire. La marque construisait l'un des principaux piliers physiques et commerciaux de Jeffree Star Cosmetics. Elle lui offrait une présence dans ses magasins, une exposition internationale, un accès à la clientèle dépassant sa seule communauté personnelle. Quelques jours auparavant, Jackie Aina avait annoncé qu'elle cessait elle-même de travailler comme affiliée Morphe, reprochant justement à l'entreprise de continuer à soutenir des marques qu'elle considérait comme anti-noires. Morphe se trouvait donc sous une pression gigantissime et surtout croissante. Pendant des années, l'entreprise avait bénéficié de la capacité de Jeffree Star à générer des ventes gigantesques. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, on parle de dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Mais en 2020, le coût réputationnel de cette association devient en fait supérieur à son intérêt commercial apparent. Et c'est le moment où une controverse numérique produit enfin une conséquence économique majeure et visible. Jeffree Star Cosmetics perd l'un de ses partenaires les plus stratégiques. Alors il serait trop simple évidemment d'affirmer que les controverses ont immédiatement détruit l'entreprise. Jeffree possédait toujours une immense audience, son propre site, ses infrastructures et puis une communauté de clients extrêmement loyale. Il n'avait donc pas besoin de disparaître simplement parce que son principal distributeur l'abandonnait. Mais la rupture avec Morphe change quand même profondément la trajectoire de la marque. Premièrement, Jeffree Star Cosmetics perd une partie de sa distribution physique, ça c'était une réalité. Deuxièmement, elle perd une forme de validation institutionnelle. Être vendue par Morphe à l'époque permettait à la marque de ne pas apparaître uniquement comme le merch d'un youtubeur. Et troisièmement, et pas des moindres, de nombreux consommateurs qui aimaient les produits sans être de véritables fans de Jeffree, eh bien, ont désormais moins d'occasions de les découvrir. Et puis enfin, la marque devient encore plus dépendante de Jeffree lui-même. Or, plus une entreprise dépend de sa personnalité fondatrice, plus chaque controverse personnelle devient également une controverse commerciale. Alors le cas de Jeffree Star, il est particulièrement intéressant parce que le scandale n'a pas simplement accompagné son succès. Pendant une période, le scandale a contribué à le créer, il faut quand même le mentionner, c'est important. Les conflits généraient des vues, les vues généraient de l'influence et l'influence générait des lancements spectaculaires. Et puis surtout, les lancements spectaculaires renforçaient encore une fois son pouvoir dans la communauté et dans la beauty sphère. Le problème est qu'un système fondé sur la polémique doit constamment produire davantage de polémiques
pour continuer à captiver. Alors au début, oui, le public trouve cela divertissant, mais ensuite, il commence à se demander si les accusations, en fait, est-ce qu'elles seraient pas réelles, en fait, ces fucking accusations. Puis, les marques, les distributeurs, les collaborateurs doivent aussi à chaque fois évaluer le risque juridique et réputationnel d'être associé à cette personne. Jeffree a longtemps semblé trop puissant pour subir de véritables conséquences. Son audience, ses ventes et sa capacité à retourner les conflits en sa faveur, ça l'a protégé pendant des années. Mais en 2020, plusieurs événements se rejoignent, le retour des anciennes vidéos évidemment, les accusations de Tati, la remise en cause aussi de son comportement par des créateurs noirs, la chute publique de Shane Dawson, la pression exercée sur Morphe. La controverse cesse alors en fait d'être un outil marketing, elle devient un obstacle considérable à la distribution, la croissance et puis surtout la pérennité de la marque. Alors Jeffree Star Cosmetics, n'a pas fermé, mais elle a perdu quelque chose de beaucoup plus difficile à reconstruire qu'un chiffre d'affaires, sa capacité à être considérée comme une grande marque de beauté indépendamment de Jeffree Star. Elle est en fait progressivement redevenue ce qu'elle avait tout fait pour dépasser, la marque de maquillage d'un personnage internet extrêmement controversé. Alors Jeffree possède notamment une boutique à Casper dans le Wyoming, ouverte en juillet 2023, où il vend à la fois ses cosmétiques mais aussi des produits liés à son ranch, de la viande de yak. Voilà, mais en même temps, ils vendent des cosmétiques véganes particuliers. La marque continue évidemment à proposer des collections et reste commercialisée en ligne. On les retrouve aussi par exemple sur TikTok Shop, mais il faut être honnête, elle ne semble plus vraiment occuper la même place dans l'industrie qu'à l'époque. Une estimation externe attribue environ 3 millions de dollars de ventes au site officiel en 2025. En énorme baisse évidemment, mais ce chiffre ne couvre pas nécessairement tous les canaux, les distributeurs, les ventes réalisées évidemment sur TikTok Shop. Il ne doit donc pas être présenté comme le chiffre d'affaires global de l'entreprise, mais c'est quand même un élément majeur. Alors Jeffree, lui, demeure très actif sur TikTok, il fait beaucoup de live. Ses avis extrêmement directs et son sens du spectacle lui ont permis en fait de retrouver une certaine visibilité quand même importante sur les réseaux, et il a également célébré en 2024 les 15 ans de son album Beauty Killer. Kat Von D Beauty est lancée en 2008 avec Kendo, l'incubateur beauté appartenant au groupe LVMH. Alors Kat Von D est alors au sommet de sa célébrité grâce aux émissions Miami Ink et LA Ink. Son univers est immédiatement identifiable. Tatouages, gothique, noir, références religieuses, esthétique alternative. La première collection ne comprend qu'un nombre très limité de produits, mais le succès permet très vite d'étendre la gamme. Tattoo Liner, Lock It Foundation, Everlasting Liquid Lipstick, Shade Plus Light. La marque parvient à créer plusieurs véritables produits cultes, iconiques. Et contrairement à beaucoup de marques de célébrités, Kat Von D Beauty possède une esthétique cohérente et surtout des formules très performantes. Le Tattoo Liner devient d'ailleurs notamment l'un des liners les plus connus et les plus vendus du marché de la cosmétique à cette époque. La marque s'internationalise et au moment du départ de Kat Von D en 2020, elle est commercialisée dans environ 36 pays, principalement évidemment chez nos chers et tendres Sephora. Kat Von D représente alors parfaitement la marque, elle dessine, raconte, incarne et donne une cohérence évidemment à l'entièreté de l'univers de la marque, mais cette fusion extrême entre fondatrice et entreprise commence tout doucement à se retourner contre elle. Pendant des années, Kat Von D est l'un des plus grands atouts évidemment de la marque. Son univers est immédiatement reconnaissable. Toute cette culture rock et gothique, son véganisme, la défense des animaux, elle ne vend pas simplement du maquillage, elle vend en fait une identité. Et le problème, c'est qu'à partir de 2016 et sur toute la période jusqu'à 2018, cette identité commence justement progressivement à être associée à une série de controverses qui dépassent complètement le simple cadre de la beauté. La première grosse polémique, elle remonte en réalité bien avant la création de la marque. En 2008, Amy James, tatoueur de l'émission Miami Ink, accuse Kat Von D de lui avoir envoyé une photographie d'elle accompagnée d'un message antisémite. James, qui est juif israélien, affirme également que plusieurs personnes présentes à l'époque avaient vu cette photo. Et Kat Von D, nie
catégoriquement être l'auteur de ce fameux document et explique qu'il s'agit tout simplement d'infos fabriquées pour la nuire. Alors après plusieurs vérifications, la chaîne TLC indique ne pas avoir trouvé de preuves permettant d'établir que, avec certitude qu'elle était bien à l'origine de cette image. Juridiquement, l'affaire ne débouche sur rien. Mais en communication, ce genre d'histoire ne disparaît évidemment jamais complètement. À chaque nouvelle controverse, cette accusation ressurgit automatiquement parce qu'évidemment, Internet n'oublie jamais. C'est le premier problème des personnalités publiques. Lorsqu'une réputation commence à se fissurer, les anciennes affaires reviennent systématiquement alimenter les nouvelles. En 2016, Kat Von D publie une longue vidéo annonçant publiquement la fin de son amitié avec Jeffree Star, alors qu'ils étaient extrêmement proches, et cela même depuis plus de 10 ans. Elle l'accuse notamment de comportements manipulateurs, évidemment de racisme, de harcèlement, de consommation aussi excessive de drogue. Jeffree répond immédiatement, encore une fois, avec une vidéo refutant l'ensemble de ces accusations, comme il adorait le faire à l'époque. Et évidemment, encore une fois, à l'époque, cette guerre entre ces deux énormes personnalités de la beauté YouTube, ça fait énormément de bruit. Alors même si cette affaire ne touche pas directement les produits Kat Von D Beauty, elle contribue à associer la marque à un climat de conflit permanent. Alors la véritable catastrophe réputationnelle arrive toutefois en juin 2018. Kat Von D annonce sa grossesse sur Instagram, jusque-là évidemment rien d'anormal, mais dans la légende de sa publication, elle explique son intention d'avoir un accouchement naturel, d'élever son enfant dans un mode de vie vegan, pourquoi pas, mais surtout de ne pas le faire vacciner. À une époque où les débats autour des vaccins deviennent évidemment particulièrement sensibles, cette déclaration provoque une explosion immédiate sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes annoncent publiquement qu'elles boycotteront désormais sa marque. Les professionnels de la santé prennent également la parole pour rappeler que la vaccination ne protège pas uniquement l'enfant concerné, mais participe également à la protection collective des enfants et des personnes évidemment plus fragiles. Kat Von D tente tant bien que mal de calmer la situation. Elle explique qu'elle et son mari ne sont pas anti-vaccins, mais qu'ils souhaitent simplement faire leurs propres recherches concernant certains composants présents dans les vaccins. Cette nuance, évidemment, vous l'avez compris, ne convainc pratiquement personne. Le débat, il est déjà devenu beaucoup plus émotionnel que scientifique. Le mal, il est fait. Terminado pepito. Pour beaucoup de consommateurs, Kat Von D devient désormais la créatrice anti-vax. Il faut quand même que vous compreniez que jusque-là, KVD Beauty, c'était l'une des marques les plus respectées de Sephora. Le Tattoo Liner, best-seller mondial, le Everlasting Liquid Lipstick, il fait partie des rouges à lèvres les plus appréciés évidemment du marché à cette époque. Les palettes Shade Plus Light, ce sont devenus des véritables références make-up par les pros et les amateurs. Autrement dit, les produits, ils continuent à être excellents, mais les consommateurs ne parlent presque plus des produits. Ils parlent de Kat Von D. Et c'est probablement le moment où Kendo comprend que le plus gros risque de la marque, c'est plus les concurrents. C'est sa propre fondatrice. Chaque nouveau lancement s'accompagne désormais des mêmes commentaires sous les posts. Je ne veux plus financer une anti-vax. Je refuse d'acheter une marque liée à ces polémiques. Les équipes marketing se retrouvent dans une situation impossible. Elles doivent vendre du maquillage, mais chaque publication finit par devenir un débat sur les opinions personnelles de Kat Von D. Alors évidemment, lorsqu'une marque ne contrôle plus le sujet principal de la conversation autour de ses propres lancements, elle commence tout simplement à perdre le contrôle de son image. Le 16 janvier 2020, Kat Von D annonce officiellement vendre l'intégralité de ses parts à Kendo, partenaire historique de la marque depuis sa création. Dans son message Instagram, elle explique que l'arrivée de son fils, le lancement de sa marque, de chaussures véganes, la préparation aussi de son album et de sa future tournée mondiale rendent impossible le fait de continuer à gérer correctement la marque de maquillage. Alors elle affirme vouloir permettre à Kendo de poursuivre seul le développement de l'entreprise, convaincu que ses équipes sauront faire grandir solo la marque. Officiellement, cette décision est donc présentée comme un choix, personnel et familial. Mais bon, il est difficile quand même d'ignorer le contexte à ce moment-là. Et depuis près de 2 ans,
chaque controverse personnelle de Kat Von D rejaillit directement sur Kat Von D Beauty. Son départ permet en fait immédiatement à Kendo d'envoyer un message très fort au marché. Les produits continueront d'exister, mais Kat Von D, elle, ne fera plus partie de l'entreprise. C'est une manière en fait de sauver la marque en sacrifiant son visage. La marque devient KVD Vegan Beauty. Alors à partir de là, Kendo doit résoudre un problème presque impossible. Comment conserver l'ADN d'une marque construite autour de Kat Von D sans conserver Kat Von D? L'entreprise essaye d'attribuer de nouvelles significations aux lettres KVD. Les explications changent, deviennent complexes, donnent l'impression que la marque tente, désespérément de justifier un nom devenu encombrant en fait, un nom qui est devenu problématique. C'est une erreur évidemment de branding classique. Le nom conserve tout le poids de l'ancienne personnalité, mais plus aucune justement de son authenticité. Kendo investit en fait dans plusieurs repositionnements, modifie le discours et simplifie ensuite le nom en KVD Beauty. Pourtant, la marque perd progressivement de son énergie, réduit sa présence et semble vivre essentiellement en fait grâce à quelques références historiques, dont évidemment le tattoo liner et le Good Apple. Alors, où est la marque aujourd'hui? Eh bien, en septembre 2025, Kendo revend KVD Beauty à Winsong Global, qui l'intègre à sa plateforme Bell Brands, aux côtés notamment de GVN Hair et Pipette. Il s'agit, figurez-vous, de la première vente d'une marque par Kendo. Le nouveau propriétaire prévoit une nouvelle transformation de la marque, une réduction évidemment du nombre de références et un recentrage sur les yeux et les lèvres. Kat Von D, elle, n'a plus aucun lien avec KVD Beauty. Elle s'est installée dans l'Indiana, poursuit une activité musicale, réalise différents projets artistiques et a notamment renoncé publiquement à une partie de l'imagerie occulte de son ancienne vie. À mon avis, KVD Beauty illustre parfaitement le principal danger des marques incarnées. Au début, avoir une personnalité extrêmement forte, c'est un avantage immense. Kat Von D apportait, il faut le dire, une identité, une histoire, une crédibilité artistique surtout et une communauté incroyablement fidèle. Mais lorsqu'une entreprise est construite autour d'une seule personne, eh bien cette personne finit aussi par devenir son principal risque. Je sais de quoi je parle. Chaque erreur personnelle devient immédiatement un problème commercial. Le consommateur, il n'achète plus simplement un eyeliner, il a le sentiment de soutenir ou de cautionner la personne évidemment qui se trouve derrière. Et c'est probablement à ce moment-là que Kendo comprend que la seule façon en fait de sauver KVD Beauty est paradoxalement de retirer Kat Von D. Le problème, c'est qu'en retirant Kat Von D, la marque perd aussi, on va pas se mentir, une partie de son âme. Et c'est ce paradoxe qui expliquera en grande partie les difficultés qu'elle rencontrera par la suite. Morphe est fondée en 2008 à Los Angeles par Linda et Chris Towell. À l'origine, la marque vend principalement des pinceaux abordables destinés aux professionnels et aux passionnés évidemment de make-up. Elle comprend ensuite très vite le pouvoir de YouTube. Au lieu de consacrer uniquement son budget aux magazines et aux campagnes dites traditionnelles de l'époque, Morphe transforme les influenceurs en commerciaux. Codes promotionnels, liens affiliés, voyages, cadeaux, collaborations, Morphe devient pratiquement indissociable de la beauté YouTube. Jaclyn Hill, James Charles, Jeffree Star, Manny Mua, Laura Lee et de nombreux autres créateurs en parlent H24. Les grandes palettes Morphe sont accessibles, visuellement impressionnantes, grandes et parfaitement évidemment adaptées, vous l'avez compris, aux vidéos. Une palette de 35 fards donne énormément de matière à montrer, à tester et surtout à vendre. Les codes promotionnels permettent en plus aux influenceurs de gagner de l'argent directement sur les achats avec par exemple aussi des codes affiliés. En 2019, le chiffre d'affaires de Morphe aurait atteint environ 400 millions de dollars. À ce moment-là, la marque semble presque invincible. Le fonds General Atlantic investit dans l'entreprise avec une valorisation rapportée de plus de 2 milliards de dollars. Morphe commence à ouvrir de nombreux magasins. Sa maison mère devient Forma Brands avec l'ambition de créer ou d'acquérir surtout un portefeuille
entier d'autres marques. Format développe notamment Morphe 2 avec Charlie et Dixie D'Amelio. Eh bien, ça rachète Playa Beauty. Ça lance Jacqueline Cosmetics et conclut un accord autour de R.E.M. Beauty d'Ariana Grande. C'est pas rien quand même. Morphe commet plusieurs erreurs simultanément. Alors premièrement, la marque dépend, comme vous l'avez entendu, beaucoup trop de personnalités individuelles. Lorsqu'un influenceur est au sommet, son audience peut générer évidemment des millions, mais lorsqu'il devient controversé, on l'a compris évidemment depuis le début de cette vidéo, la marque doit choisir entre perdre les ventes ou perdre quelque chose de bien plus précieux, sa réputation. Morphe coupe ses liens avec Laura Lee, Jeffree Star, James Charles, à la suite de toutes ces différentes controverses. Le problème n'est pas simplement moral dans cette histoire, il est vraiment structurel. Donc une partie énorme de la désirabilité de Morphe avait été externalisée vers toutes ces personnalités que l'entreprise en fait ne contrôlait pas. Deuxièmement, Morphe ouvre beaucoup de boutiques physiques, beaucoup trop, où son influence numérique commence justement à dégringoler. Et troisièmement, Format dépense énormément pour devenir un incubateur de marque, alors qu'en fait son actif principal depuis le départ c'est Morphe, qui lui commence en fait à s'affaiblir. Et quatrièmement, les tendances changent. Le consommateur se détourne des palettes gigantesques du full glam YouTube pour se tourner en fait vers des produits plus simples, plus hybrides, plus adaptés en fait à la consommation TikTok. En janvier 2003, Format Brands dépose le bilan sous le régime du Chapter 11. Et ça sent pas bon. L'entreprise reçoit 33 millions de dollars de financement afin de poursuivre ses opérations pendant la restructuration de la boîte. Ses prêteurs prennent ensuite l'entreprise en échange, attention, de l'effacement d'environ 690 millions de dollars de dettes. Juste avant le dépôt de bilan, donc avant la clôture du bilan annuel, Morphe ferme brutalement toutes ses boutiques américaines. Les salariés de plusieurs magasins d'ailleurs expliquent publiquement avoir reçu très peu d'informations avant les fermetures, avoir été un peu jetés, j'ai envie de dire, comme des malpropres. La majorité des magasins britanniques ferment également en 2024 avec 73 suppressions de portes rapportées rien que dans un pays. C'est pour vous dire le nombre de points de vente qu'il y avait. Alors Morphe existe toujours, existe encore. La marque reste présente chez Ulta Beauty aux États-Unis, sur Internet, et auprès évidemment de différents distributeurs internationaux un petit peu partout. 2 ans après la faillite, sa direction affirme avoir retrouvé une certaine croissance avec une hausse des ventes de 33%, donc sur une période communiquée en 2025. Donc oui, on ne peut pas dire en fait que Morphe a disparu. En revanche, l'entreprise qui valait théoriquement plusieurs milliards de dollars a été reprise par ses créanciers après avoir accumulé une dette colossale. Alors, mon analyse personnelle, je ne pense pas que Morphe ait fait faillite parce que les gens ont soudainement arrêté d'aimer ses pinceaux. Morphe a fait faillite parce que l'entreprise a confondu une période exceptionnelle de domination culturelle avec une croissance éternelle. Elle a utilisé des performances extraordinaires de court terme pour justifier des investissements, des acquisitions, des magasins à ne plus savoir quoi en foutre, et surtout une structure, cette structure beaucoup trop lourde. L'affiliation, c'était un moteur fantastique, mais elle a également créé une illusion. Morphe croyait tout simplement, je pense, posséder la relation client, alors qu'une partie de cette relation appartenait en fait en réalité à ses collaborateurs, aux influenceurs. Dès que leur pouvoir s'est effondré, la fragilité du système est apparue. Une marque bien plus ancienne que les influenceurs, Becca, est fondée en Australie en 2001 par la maquilleuse Rebecca Morris-Williams. Son idée initiale, elle est très intéressante. Créer un teint naturel lumineux à une époque où de nombreux fonds de teint restent ultra mat, lourds et puis surtout très peu adaptés
à la photographie. La marque développe progressivement une excellente réputation autour justement du teint, des illuminateurs et d'une gamme aussi de carnations relativement large pour l'époque. Certains produits avaient parfois plus de 30 teintes, chose qui était du jamais vu à l'époque. En 2012, Becca est rachetée par Luxury Brands Partners. Mais le moment qui va transformer son histoire, eh bien ça arrive en 2015. Becca collabore avec Jaclyn Hill pour créer l'highlighter Champagne Pop. Le produit devient un phénomène immédiat. Environ 25 000 exemplaires sont vendus en seulement 20 minutes sur le site de Sephora. Champagne Pop ne se contente pas de bien fonctionner, il participe à l'explosion mondiale de la tendance de l'highlighter. C'est très simple en fait, à partir de ce moment-là, Becca, ça devient la marque du glow. Une collection complète est ensuite développée avec Jaclyn Hill. La relation entre les deux connaît des tensions autour de la qualité de certains produits, mais l'impact commercial de la collaboration, elle est incontestable. N'oublions pas, Becca collabore aussi avec Sananas en 2018 pour l'highlighter Parisian Lights, inspiré évidemment des fameuses lumières de la Tour Eiffel. Et encore une fois, c'est un carton gigantissime. En 2016, Estée Lauder rachète Becca pour un montant estimé entre 200 et 300 millions de dollars. La marque aurait alors généré environ 80 millions de dollars de ventes annuelles. Alors sur le papier, l'acquisition, elle semble en fait presque logique. Estée Lauder récupère une marque jeune, digitale, attractive et très forte, très forte à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Mais Becca reste excessivement associé à une seule catégorie, l'highlighter. Le glow extrêmement intense de 2015 perd progressivement du terrain. Les consommateurs recherchent davantage de lumière naturelle, de produits crème, des textures hybrides. Becca lance de nouveaux produits, mais aucun en fait ne parvient à devenir aussi puissant que le Champagne Pop. La marque dépend en fait donc d'un héros produit, quoi, tu vois, dont la tendance générale décline. En parallèle de ça, sa visibilité digitale, elle est en chute libre. Selon d'ailleurs un classement cité au moment de la fermeture, Becca était tombée à la 184e place d'un indice beauté avec une baisse de 18% des recherches et un engagement Instagram de seulement 0,5%. Et puis arrive le coup de massue, la pandémie. Le maquillage du teint, évidemment, souffre énormément lorsque les consommateurs sont bloqués chez eux, portent des masques. Février 2021, Estée Lauder annonce que Becca cessera ses activités en septembre de la même année, moins de 5 ans après son acquisition. Becca Cosmetics n'existe plus en tant que marque autonome, cependant, Smashbox, également détenu par Estée Lauder, a récupéré certains produits emblématiques, certains produits évidemment iconiques. Le célèbre highlighter reste notamment commercialisé sous le nom Smashbox X Becca. Rebecca Morris Williams avait quitté la marque au moment du rachat par Estée Lauder et mène depuis une vie beaucoup plus discrète. Alors Becca n'était pas une mauvaise marque, c'est justement ce qui rend son histoire intéressante. Il faut le dire, la marque possédait une expertise, une réputation et un produit mondialement connu, mais elle n'a jamais réussi à convertir son statut de spécialiste du glow en une plateforme de marque suffisamment large. Estée Lauder a payé plusieurs centaines de millions pour une entreprise qui réalisait environ 80 millions de ventes. Alors cela pouvait fonctionner si la croissance continuait rapidement derrière. Mais dès que la croissance a ralenti, Becca est devenue un peu un actif peu prioritaire au milieu, évidemment, vous en doutez, d'un portefeuille immense qu'est celui d'Estée Lauder. Alors pour moi, le vrai échec est de ne pas avoir utilisé Champagne Pop comme une porte d'entrée vers une franchise complète de teint lumineux, cohérente et surtout durable. Becca a absolument, et il faut le dire, créé une tendance, mais malheureusement, elle a ensuite devenu j'ai presque envie de dire prisonnière en fait de celle-ci.
Jaclyn Hill est l'une des influenceuses beauté les plus puissantes de la première génération YouTube. Ses collaborations avec Becca et Morphe démontrent qu'elle peut vendre des quantités astronomiques de produits. Sa palette avec Morphe devient d'ailleurs un classique et ses fans attendent pendant des années la création de sa propre marque. Jaclyn Cosmetics est finalement lancée en mai 2019 et le premier produit choisi est une collection de rouge à lèvres nude. Sur le papier, c'est cohérent. Jaclyn est connue pour son glamour, ses lèvres nude, ses recommandations aussi extrêmement vendeuses à ce moment-là. Comme je vous le dis, sur le papier, c'était cohérent. Très rapidement, des clientes publient des photos et vidéos montrant des rouges à lèvres couverts de fibres présentant des trous, des bulles, une texture extrêmement granuleuse pour certains, et puis même sur certains rouges à lèvres, des éléments qui ressemblaient, disons les termes, à des cheveux, des putains de cheveux. Jaclyn répond d'abord de manière jugée un peu défensive à certaines clientes, et puis elle publie une vidéo expliquant notamment que certaines de ces fibres pourraient provenir de gants blancs utilisés lors du contrôle qualité. Cette explication, évidemment, ne convainc absolument personne. L'entreprise finit, figurez-vous, par rembourser toutes les commandes, même celles des clientes n'ayant formulé aucune réclamation. Jaclyn disparaît temporairement des réseaux sociaux, mais vous vous en doutez, le problème il n'est pas uniquement financier. Une nouvelle marque possède un départ zéro capital de confiance, son premier lancement, il doit être iconique, irréprochable, et surtout, ce premier lancement permet à la marque de prouver en fait son sérieux. Jaclyn Cosmetics fait exactement l'inverse. Le premier lancement installe immédiatement l'idée que le contrôle qualité est défaillant et que la communication de crise, alors elle n'est pas du tout, mais pas du tout maîtrisée. La marque revient ensuite avec des highlighters, des poudres, des blushs, différentes collections. Certains produits, et il faut quand même le mentionner, certains produits reçoivent de bonnes critiques et Jaclyn Cosmetics entre même, figurez-vous, chez Ulta Beauty. Mais la marque appartient à Forma Brands. Et Jaclyn Hill n'en est pas évidemment l'unique propriétaire. Contrairement d'ailleurs à ce qu'une partie du public semblait croire à ce moment-là. Lorsque Forma Brands dépose donc le bilan en 2023, Jaclyn Cosmetics se trouve au milieu d'un groupe, vous l'avez compris, qui est lourdement endetté. Fin 2023, Jaclyn Hill annonce la fermeture de Jaclyn Cosmetics. La marque cesse officiellement ses activités le 31 janvier 2024, après moins de 5 ans d'existence. Les produits sont liquidés avec des énormes réductions, apparaissent même dans des enseignes de déstockage comme par exemple les TJ Maxx, les Marshalls qu'on peut retrouver aux États-Unis à des 2-3 $, vraiment jetés à la tête du client. Jaclyn ferme également ses autres entreprises, donc Jaclyn, Roxane et Cause. Tout ça finito pepito. Alors par contre, il est quand même, je trouve, important de comprendre qu'elle ne décide nécessairement pas seule du sort de Jaclyn Cosmetics. La marque, elle est détenue par Forma Brands et le groupe est en restructuration, choisit de recentrer évidemment les ressources sur ce qui avait encore moyen de sauver, c'est-à-dire Morphe à ce moment-là, mais évidemment, coup dur pour Jaclyn Hill. Alors Jaclyn continue à créer du contenu sur Instagram, sur TikTok aussi, on la voit encore de temps en temps sur YouTube, même si on va pas se mentir, sa place dans la culture beauté n'est plus celle évidemment de 2016. Elle parle davantage de sa vie, de son corps, de son rapport à l'alcool aussi beaucoup, de sa santé mentale. Elle a notamment expliqué être devenue sobre après une période durant laquelle sa consommation d'alcool s'était fortement aggravée, particulièrement après le scandale justement des rouges à lèvres. En 2025-2026, elle reste une personnalité très suivie sur Instagram, TikTok, mais voilà, sa chaîne enregistre, on va pas se mentir, une activité et une audience bien plus faible qu'à son apogée. Alors mon avis, je pense que le scandale des rouges à lèvres n'a probablement pas à lui seul tué Jaclyn Cosmetics. Une entreprise solide peut survivre à un mauvais lancement. Mais la marque n'a jamais réussi, et c'est tout là le problème, à se débarrasser de cette première impression. Et surtout, elle n'a jamais développé un produit héros assez puissant pour remplacer le scandale par une nouvelle histoire. Chaque entreprise en fait possède une sorte de phrase mentale vraiment dans la tête du consommateur. Pour Jaclyn Cosmetics, cette phrase aurait pu être la marque du teint glamour ultime.
mais elle est restée la marque des rouges à lèvres avec des poils. La structure avec format n'a pas non plus aidé. Jacqueline apportait son nom, son audience, mais contrôlait pas en fait entièrement l'entreprise. Et lorsque la maison mère s'est retrouvée en difficulté, eh bien sa marque malheureusement est devenue une ligne qu'on pouvait tout simplement supprimer. Sananas fait partie des plus grandes créatrices beauté françaises. Elle atteint 1 million d'abonnés sur YouTube en 2016, 2 millions en 2018 et 3 millions en 2020. Elle collabore avec Mugler, Maybelline, OPI, Becca, Sephora. Son highlighter, on en parlait tout à l'heure, Parisian Lights avec Becca, confirme évidemment sa capacité à transformer une collaboration en énorme événement. Ça a été un succès phénoménal. Et en septembre 2018, eh bien, Sananas lance Sananas Beauty. Sananas Beauty apparaît comme une première tentative de transformer son image en marque personnelle, en marque incarnée. Le projet reste relativement limité, semble beaucoup moins structuré qu'une véritable marque appelée à lancer régulièrement des nouveautés pendant 10 ans. Il y avait un peu de tout, c'était également vendu chez Carrefour, il y avait des vernis, des rouges à lèvres, voilà. Le public comprend difficilement la structure exacte du projet, le rôle de Sananas dans la production et surtout l'ambition à long terme de la marque. Beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui que Sananas Beauty était la société de Sananas. En réalité, le projet est lancé alors que Sana est représentée par Mixicom, l'agence d'influence qui sera d'ailleurs ensuite intégrée à Webedia. Et à cette époque, plusieurs agences ne souhaitent en fait plus uniquement représenter des créateurs de contenu, ils veulent aller évidemment beaucoup plus loin, utiliser la puissance de leur talent pour vraiment créer leur propre marque. Alors l'idée, elle est séduisante. L'agence apporte évidemment le financement, les équipes, les fabricants, le développement produit, la logistique, les négos pour toute la commercialisation, la structure juridique, etc. Et l'influenceur, lui, il apporte son image, sa crédibilité, sa communauté et puis surtout sa capacité à vendre. Sur le papier, c'est un modèle extrêmement efficace. L'influenceur n'a pas besoin de créer une entreprise de zéro. L'agence, de son côté, transforme une audience en véritable activité commerciale. Sananas Beauty s'inscrit donc parfaitement dans cette logique. Le projet bénéficie évidemment à l'époque immédiatement de la visibilité de Sananas, mais il repose également sur toute l'infrastructure développée par son agence. Autrement dit, ce n'est pas simplement une influenceuse qui lance sa marque, c'est une marque développée au sein d'un écosystème beaucoup plus large. Et c'est là évidemment que réside toute la fragilité de ce modèle, parce qu'une marque incarnée par une seule personne devient extrêmement dépendante de la relation entre cette personne et la structure qui l'apporte. Lorsque Sana quitte ensuite Mixicom/Webedia, la situation elle change complètement. Les détails contractuels n'ont jamais été rendus publics, mais une chose est certaine, la marque et son visage principal ne sont plus réunis. Une marque construite autour de Sana ne peut évidemment pas continuer à exister normalement sans Sana, et à l'inverse, Sana ne peut pas non plus poursuivre le développement d'une marque dont elle n'est pas propriétaire, ou en tout cas seul propriétaire. Le projet, vous l'avez compris, il perd son élément central. Alors il ne s'agit pas d'un énorme scandale financier, ni d'une faillite spectaculaire comme a pu l'être Morphe. Il s'agit en fait ici plutôt d'une conséquence logique, d'un modèle dans lequel la valeur de la marque repose presque entièrement sur une seule personne qui n'est pas propriétaire de toute la structure. La marque disparaît alors progressivement sans véritable communication, il n'y a pas eu de grande annonce officielle. Et d'ailleurs pour beaucoup de consommateurs, je pense qu'elle semble juste s'éteindre sans faire beaucoup de bruit à ce moment-là. Alors mon avis, évidemment, vous l'avez compris, je pense que les chemins de l'agence et de l'influenceur, quand ces chemins se séparent, en fait, c'est tout l'équilibre d'un projet qui peut disparaître. Avec le recul, Sananas Beauty, ça ressemblait pour moi davantage à une marque créée pour valoriser un talent représenté dans une agence qu'à une entreprise indépendante pensée pour durer 15 ou 20 ans. Je me pose même la question sur l'implication de Sana dans le développement des produits, parce que quand on se remémore les produits à l'époque, il n'y avait rien de Sana finalement là-dedans. Je pense aussi que c'est probablement une des raisons pour laquelle la disparition de cette marque, elle a fait pas de bruit, quoi. En 2021, Sananas revient avec Otrera Beauty. Alors cette fois,
l'ambition paraît bien plus importante. Le nom Otrera vient d'une figure présentée comme la première reine des Amazones. L'univers y repose sur la force, la féminité, une esthétique beaucoup plus construite évidemment que celle de Sananas Beauty à l'époque. Le lancement, il va comprendre plusieurs références, plusieurs catégories, il donne davantage aussi l'impression d'une véritable marque. Sana explique d'ailleurs avoir appris de ses erreurs, vouloir créer aussi quelque chose de plus abouti et surtout quelque chose qui lui ressemble. Pourtant, quelques mois seulement après le lancement, Sananas annonce l'arrêt d'Otrera Beauty. En janvier 2022, l'ensemble du stock est liquidé avec des réductions atteignant au moins 70%. L'afflux de clients provoque évidemment même des difficultés sur le site. Cette fermeture aussi rapide surprend énormément le public, beaucoup de questionnements, énormément de threads Twitter, les gens donnent leur avis partout. Évidemment, certains clients avaient acheté la marque en pensant assister au début d'une aventure forte, durable. Et c'est vrai que voir la gamme et la marque de manière générale liquidée quelques mois plus tard donnait à l'époque cette impression que le projet, en fait, il a même jamais eu le temps de trouver son marché. Sananas explique que son état psychologique s'est fortement dégradé et qu'elle souffre de dépression. Elle raconte d'ailleurs s'être retrouvée submergée par l'accumulation de ses activités, de ses contenus, la gestion de la marque. Elle choisit donc d'arrêter Otrera Beauty pour tout simplement se protéger. Je pense qu'il est vraiment important de ne pas transformer ça en accusation parce qu'une personne a évidemment le plein droit d'arrêter une entreprise pour protéger sa santé et puis surtout sa santé mentale. Mais d'un point de vue business, cela soulève évidemment une autre question. Pourquoi cette marque dépendait-elle à ce point de la présence quotidienne de Sananas qu'elle devait fermer entièrement lorsqu'elle avait besoin de se retirer? Une entreprise bien structurée doit pouvoir fonctionner pendant que son fondateur prend du recul. Il faut une direction opérationnelle, une équipe produit, une équipe marketing, une supply chain en fait qui tient la route, un service client. Et puis peut-être aussi un financement capable justement de continuer sans que l'influenceuse doit personnellement être présente chaque jour et personnellement investir de son temps, de son argent et de subir en fait à elle seule toute cette pression. Si le retrait temporaire de la fondatrice oblige à liquider la totalité de l'entreprise, c'est que la structure était probablement bien trop dépendante d'elle. Et le second problème pour moi, je pense que c'est le rythme. Otrera a été lancé et arrêté avant même que les clients aient eu le temps de développer de véritables habitudes de rachat, un certain amour aussi pour les produits qui ont été développés. Le coût d'un lancement, et surtout le coût d'un lancement beauté, il est énorme. Développement minimum de commandes, ça c'est pas pour rire, parce que c'était du made in Italy, donc c'est des minima de commandes qui sont gigantissimes. Le prix évidemment des packaging, les tests, les contenus, le stock, la logistique, fermé quelques mois après, signifie que la marque n'a presque aucune chance d'amortir correctement ses investissements. C'est impossible. Alors, Otrera Beauty est fermée depuis 2022 et, vous le savez probablement, n'a évidemment pas été relancée. Sananas, elle, est revenue progressivement à la création de contenu. Elle demeure active dans la beauté, mais n'a pas annoncé de nouvelles marques personnelles, en tout cas comparables pour le moment. Par contre, contrairement à beaucoup d'influenceurs de la grande époque YouTube, Sananas n'a jamais disparu. Si elle n'est plus à la tête d'une marque de cosmétiques, elle reste pourtant aujourd'hui l'une des personnalités les plus importantes de la beauté en France. Sa chaîne YouTube rassemble toujours plus de 3 millions d'abonnés, son Instagram continue de fédérer une immense communauté et puis surtout, elle conserve une crédibilité que très peu de créateurs beauté ont réussi à préserver après plus de 10 ans de carrière. Il faut quand même vous rendre compte, c'est énorme. Et c'est probablement ce qui est le plus impressionnant, je trouve, car entre 2015 et aujourd'hui, l'industrie a complètement changé. Des dizaines de créateurs qui dominaient YouTube ont arrêté, ont changé de métier, ont vu leur audience s'effondrer du jour au lendemain avec aussi par exemple l'arrivée de TikTok. Sananas, elle, par contre, elle a réussi à traverser, contourner toutes ces évolutions. Elle continue de publier du contenu beauté, des tests, des routines, des vlogs, des contenus lifestyle, voyages, tout en collaborant, attention, régulièrement avec des très grandes marques internationale et je trouve justement que son image est également devenue beaucoup plus premium. Là où elle incarnait au départ la youtubeuse maquillage ultra proche de sa communauté, certes, elle est aujourd'hui davantage perçue, je pense, comme une créatrice de contenu installé, élégante,
dont les collaborations sont quand même généralement beaucoup plus sélectives et haut de gamme. Alors oui, son influence est peut-être un peu moins bruyante qu'à l'époque, où YouTube évidemment dictait toutes les tendances beauté, mais elle reste extrêmement solide. Et c'est un point qu'on oublie, je trouve, souvent. Dans le métier d'influenceur, durer, c'est souvent beaucoup plus difficile que de réussir. Alors aujourd'hui, Sana n'est plus identifiée, je pense, comme une entrepreneur beauté. Elle est redevenue ce qu'elle a toujours fait de mieux, je trouve, une immense créatrice de contenu beauté, capable de conserver une place importante dans le paysage français, malgré l'évolution des plateformes et des tendances depuis ces 10 dernières années. Avec le recul, je pense que l'arrêt de Sananas Beauty, puis d'Autrera Beauty, n'a finalement pas forcément freiné sa carrière, bien au contraire. Je pense justement qu'en se recentrant sur son métier de créatrice de contenu, elle a probablement retrouvé ce qui faisait sa plus grande force, sa proximité avec sa communauté, sa crédibilité aussi dans ses recommandations de produits, etc. Sananas, elle, a prouvé qu'elle pouvait être une immense influenceuse et le fait qu'elle continue aussi aujourd'hui à faire partie des visages incontournables de la beauté française montre que son véritable actif n'a jamais été une marque de maquillage. Son véritable actif, c'était, et je pense que c'est toujours, la confiance que lui accorde son public. L'une des premières grandes marques de YouTube, Makeup Geek, est fondée par Marlena Stell, l'une des premières grandes créatrices beauté YouTube. Avant que les marques d'influenceurs deviennent la norme, Marlena utilise déjà sa chaîne comme plateforme éducative et commerciale. Makeup Geek commence comme un site proposant des tutoriels en vendant différents produits. La marque développe ensuite ses propres fards, à paupières d'ailleurs individuelles. Son positionnement est tout simplement brillant. Proposer une qualité proche de MAC, mais à un prix bien plus accessible. À l'époque, les fards individuels et les palettes magnétiques permettent aux consommateurs de composer leur propre sélection. C'est extrêmement tendance. Et ça cartonne. Makeup Geek devient extrêmement populaire auprès des influenceurs. Jaclyn Hill recommande régulièrement les fards, Manny Mua collabore avec la marque, les teintes, les fameuses teintes Peach Smoothie, Coco Aber, Crème Brûlée, Shima deviennent célèbres, mais ça devient des stars. Au sommet de son activité, Makeup Geek aurait atteint environ 22 millions de dollars de ventes annuelles. Pour une entreprise construite autour d'une créatrice YouTube sans aucun groupe international derrière elle, c'est considérable. Mais le marché, il évolue rapidement. Des marques comme Morphe rendent les grandes palettes complètes extrêmement bon marché. Anastasia Beverly Hills, à l'époque, accélère ses lancements. Colourpop propose constamment de nouvelles couleurs à des prix réduits, défiant évidemment toute concurrence. Le consommateur, qui achetait autrefois 12 fards individuels, commence à préférer une palette déjà composée, moins chère et puis surtout plus simple. Et là, Makeup Geek tente de se repositionner et effectue un rebranding important, mais perd évidemment une partie de son identité qui était historique. Marlena Stell explique également avoir rencontré des difficultés liées à des partenaires commerciaux, à la production aussi, et à l'influence grandissante des codes affiliés. La marque entre chez Target, ce qui aurait pu représenter une grande étape, mais l'expansion ne donne pas vraiment les résultats espérés. Et puis, coup de massue, la pandémie perturbe fortement les approvisionnements et la production. En mars 2022, Makeup Geek annonce qu'elle fermera le mois d'après, en avril. La marque cite notamment les conséquences de la pandémie et les difficultés, surtout pour s'approvisionner en matières premières. Après environ 10 ans d'existence, l'une des marques pionnières de la beauté YouTube disparaît. Alors Marlena continue à parler de l'industrie de la beauté, de l'influence et de son expérience entrepreneuriale. Elle a également fondé Marstay Fashion, donc une marque de vêtements pensés autour d'une gamme de taille inclusive, qui a ensuite, elle aussi, malheureusement, cessé ses activités. Elle s'est progressivement positionnée comme une voix critique de l'industrie de l'influence, racontant notamment les coulisses des affiliations, des relations aussi entre marques et créateurs, des pressions exercées par le secteur, mais donc elle est toujours là. Makeup Geek n'a pas été détruite, je pense, par un énorme scandale. Elle a été dépassée, cette marque, je pense, par un changement de comportement, tout simplement, du consommateur. Son produit héros, qui était le phare individuel, correspondait
parfaitement au marché de 2013, mais bon, voilà, ça correspond évidemment plus du tout à celui de 2020. La marque aurait dû utiliser sa crédibilité, je trouve, pédagogique pour devenir la référence du maquillage professionnel accessible. Teint, outils, éducation, formation, produits ultra techniques, mais au-delà de cela, elle est restée trop longtemps en fait dépendante d'un format de produit dont l'importance diminuait. Et donc voilà, Makeup Geek prouve qu'être pionnier ne garantit pas de rester leader. Parfois, les concurrents reprennent votre idée, la simplifient, la rendent moins chère et finissent par vous effacer du marché que vous avez finalement contribué à créer. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. C'est un format différent, c'est une première sur cette chaîne. Je ne sais pas si c'est un format qui vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai plein d'autres thématiques en tout cas pour ce genre de format. Des choses que j'ai envie d'aborder, parler de choses dans l'industrie, toujours évidemment avec ces thématiques de la beauté, mais il y a énormément de sujets que j'aimerais aborder. Donc si jamais ce format vous plaît, imagé, un petit peu illustré, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire, ça me motivera. Je pense en tout cas à écrire une deuxième vidéo. C'était long, l'écriture était vraiment longue. Et je remercie encore une fois le sponsor d'ailleurs de cette vidéo, Manucuriste. Je vous remets mon code promo juste ici pour pouvoir vous procurer les produits Manucuriste à prix réduit grâce à mon code. Je vous fais à tous des énormes bisous et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de grosses pinasses. Allez,